la télémédecine apporte pour l'anesthésie et réanimation de l'enfant dans les structures non spécialisées ou éloignées. Par définition, la télémédecine est une forme de coopération dans l'exercice médical à distance entre patients et médecins à des fins médicales, soit de diagnostic, c'est le télédiagnostic, soit une assistance pour le traitement et en respectant le code de déontologie. Mon objectif, c'est rapporter notre expérience académique dans la télémédecine et apporter l'apport en anesthésie et réanimation pédiatrique. Donc le laboratoire de la faculté de médecine de Marrakech a été le premier en 2007 à se lancer sur la télémédecine. Il y avait un don d'une association Mosaïque, c'est des femmes d'ambassadeurs aux États-Unis qui nous ont donné un don avec une vitesse de 512 kbps par seconde. Et on a collaboré avec un hôpital à Washington pour la prise en charge des cardiopathies congénitales. Et on a traité entre 2009 à 2012 161 cas de cardiopathie congénitale concernant le volet prise en charge, anesthésie, réanimation et chirurgie. Puis après, le CHU de Marrakech a été contaminé. Maintenant, nous réalisons 3 éléments. C'est la téléexpertise, la téléconsultation et la visioconférence. Je suis inspiré par un travail qui a été fait au Japon. Donc, il y avait une île où il y avait un médecin anesthésiste, 3 chirurgiens, 6 salles opératoires. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y a très peu de médecins anesthésistes qui se déplacent dans cette île. Donc, ils ont fait la télémédecine, des caméras dans les sites opératoires, dans le bloc opératoire et pour les moniteurs. Il y avait un réseau VPN qui est transmis à un autre site au CHU. Donc, le site à ma droite, c'est le site de CHU et on voit les images. On voit les images transmises à partir de l'hôpital qui est très loin. Et il y avait des iPads qui communiquent avec l'équipe d'anesthésie dans l'île par FaceTime. Donc là où, à l'hôpital lointain, il y a l'écran, il y a l'iPod et il y a les heads pour communiquer avec l'équipe d'anesthésie et réanimation au CHU. Et donc on voit quand même des éléments très intéressants à une vitesse 20 mégabits qui est possible dans notre contexte, 20 mégabits, et 20 mégabits, elle permet quand même d'avoir une bonne fréquence sans dépixelisation des images, et le retard, c'est 7 secondes, 0,7 secondes. Donc le délai de réponse n'est pas important, et donc c'est très bien. Et le médecin anesthésiste, il a commandé pas mal de choses, d'injecter le propofol, d'injecter des vasoconstricteurs, et la conclusion que la télémédecine, elle permet une assistance, et c'est un élément ou c'est une source importante pour téléassister des patients dans les milieux où les ressources sont limitées. Puis les Espagnols, ils ont fait quand même la visite préanesthésique en ligne comparée à la visite préopératoire présentielle. Donc il y a des choses qui sont très très importantes. C'est que la télémédecine, elle permet de réduire la visite présentielle de 100% à 21%, les examens de laboratoire de 78% à 15%, et la radio thoracique de 12 à 1%, le CG de 32 à 6%, et le taux d'annulation, il est passé de 2 à 1,75%. Puis la télémédecine, elle permet quand même de faire l'ALR entre un hôpital à Afghanistan, et les images sont transmises en Espagne, et les anesthésistes à Afghanistan, ils ont pu développer l'anesthésie locale-régionale grâce à la télémédecine. La télémédecine, elle permis la première greffe hépatique dans un hôpital en Inde, greffe hépatique pédiatrique, par une équipe qui n'a jamais fait de l'anesthésie pédiatrique pour greffe hépatique. Et donc, ils ont été guidés par une équipe à Philadelphie. Et même pour le donneur cadavérique, la télémédecine a guidé la réanimation de donneurs décédés en guidant sa réanimation, en guidant le prélèvement. La télémédecine permet de résoudre quand même par visioconférence des cas compliqués, notamment la séparation. Elle était très intéressante dans le transport des patients.
Et que, finalement, en conclusion, qu'on a rêvé en 1924 de la télémédecine, le docteur qui va consulter à travers la télé, à travers la radio. Maintenant, on peut dire que la télémédecine, c'est une opportunité pour les pays pauvres. L'intelligence artificielle, c'est très intéressant pour les pays pauvres, pour promouvoir et développer l'anesthésie dans les milieux loin, et même pour développer la simulation. La loi, on a eu maintenant la loi en juillet 2018, et qui cadre tous ces éléments concernant la télémédecine. Merci. Discussion. Ici. Pas de question. Donc moi je rapporte cet article que je me suis inspiré. Hein. Donc l'article du Japon, publié au Japon, c'est une île où il y a l'accès à l'île est très difficile. Il y avait 2 ou 3 chirurgiens, 6 à l'opératoire, il effectue 1000 interventions par an. Comme il y a un seul médecin anesthésiste et les autres ne peuvent pas se déplacer, il y avait l'intérêt de la télémédecine. Et donc ils ont laissé un seul médecin anesthésiste. Donc la présence d'un médecin, elle est obligatoire. Hein. Au moins un médecin, je ne dis pas des infirmiers. Donc la présence d'un médecin, elle est obligatoire. Le médecin pratique l'intubation, l'extubation, et si jamais il y a des problèmes, il peut agir. Et le médecin anesthésiste au CHU qui chapeaute les différentes salles. L'expérience a commencé par 2 salles, et que chaque médecin, le médecin anesthésiste, ne surveille pas plus de 3 heures pour qu'il ne se fatigue pas. Et donc, ça permet de résoudre pas mal de cas. Ils ont exclu les interventions qui durent plus de 3 heures, les interventions qui sont hémorragiques qui sont exclues, mais c'est un début. Ils ont fait des césariennes, ils ont fait de la traumatologie, mais je dis bien des interventions qui ne sont pas très compliquées concernant ces patients. Et bien sûr, j'ai rapporté l'article de greffe hépatique. Donc, un hôpital en Inde, en 2009, il a fait la greffe hépatique pédiatrique. Et l'hôpital à Philadelphia, et au moment de monitorage, donc il a vu qu'il y a des troubles de rythme extrasystole. C'est le médecin à distance qui a averti l'équipe locale. Attention, votre cathéter est loin, il y a des extrasystoles. Je pense qu'il y a des questions qui viennent. Donc, comment vous voyez sur le plan pratique pour nos pays en pédiatrie? Donc, pour nos pays en pédiatrie, donc la question, je ne vois pas l'origine de la question, mais c'est la question. Comment vous voyez sur le plan pratique pour nos pays en pédiatrie? Moi, je dis bien que en anesthésie-réanimation en général et en particulier en anesthésie-réanimation pédiatrique, comme il y a un manque très important d'anesthésie-réanimateurs, pour les régions montagneuses, pour les régions qui sont très loin, il faut quand même développer ce principe d'anesthésie-réanimation pédiatrique pour le transport au moins et pour peut-être l'anesthésie pour des cas qui ne sont pas compliqués. On sait que les CHU sont inondés par les hernies inguinales, par des petites fractures, par des ectopies. Donc il y a des interventions qui ne sont pas très compliquées. Et donc il faut les cadrer et encadrer ces interventions pour pouvoir réduire et pour couvrir ces milieux qui sont très pauvres. Et d'ailleurs on le dit, la télémédecine, c'est les pays pauvres qui vont profiter de la télémédecine. La télémédecine permet la démocratisation des soins et quand même il a un apport très important. Donc je vois que c'est très intéressant. Moi j'ai présenté mon projet à un monsieur qui s'intéresse beaucoup à la santé et il adhère beaucoup à ce projet et j'ai un rendez-vous avec lui pour essayer de concrétiser ce projet de télémédecine et anesthésie pédiatrique dans les régions de Marrakech. Si Younous, moi je voudrais juste compléter et peut-être tu diras aussi ce que tu penses. Il faut obligatoirement avoir un prérequis pour démarrer cette télémédecine par rapport, je parle de l'anesthésie pédiatrique, il faut obligatoirement avoir un prérequis de connaissance par rapport à celui qui va un peu être sur les lieux, mais aussi de ce qu'on a comme moyen médico-technique. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que ça doit être précédé par éventuellement soit visite des lieux, soit des réunions de travail. On ne peut pas comme ça venir n'importe où on veut, avec n'importe qui peut-être n'a jamais fait une anesthésie pédiatrique, commandée à distance. Donc c'est très très important de préparer les choses avant, c'est extrêmement important, sinon ça va être l'échec et ça va être quand même... donc il faut bien prendre le temps, il faut bien préparer les choses, il faut exiger un minimum de choses, parce qu'il y a 2 volets, soit quelque chose de pédiatrie de base, soit quelque chose de très sophistiqué. Et là, moi je pense, attention, préparation, prérequis de connaissances en anesthésie pédiatrique, plus ou moins connaissances dans la pathologie spécifique et spécialisée, et de ce qu'il y a à l'hôpital au médico-technique.
Oui, merci M. Hamouchi pour ce commentaire très intéressant. D'ailleurs, la télémédecine, il faut respecter la déontologie, hein. Et donc, pour la télémédecine, il faut visiter les lieux et choisir les cas en premier, hein. On ne choisit pas les cas compliqués, les cas où il y a un risque de saignement, les cas qui sont très très complexes, hein. Donc on choisit des cas très simples et quand même les choses vont évoluer par la suite, hein. Et nous, au CHU, aussi, on peut profiter de l'importance de la télémédecine en effectuant des interventions compliquées. Il y a une question de Dakhla, médecin de Dakhla. Parlez-nous du cadre réglementaire qui organise cette pratique. Oui. Je pense que la loi de juillet 2018, concernant la télémédecine, il a parlé de 5 rubriques, la téléassistance, télédiagnostic, télésurveillance, téléconsultation et téléassistance. Moi, je peux dire 2 choses. Je peux intégrer la consultation d'anesthésie dans la téléconsultation. Et donc maintenant, je pense il y a un développement des télékiosques, hein, des kiosques où on peut examiner des patients. Donc c'est important aussi. Et la téléassistance, c'est la téléanesthésie. Elle exige la présence médicale. La téléconsultation n'exige pas la présence d'un médecin. La téléassistance exige la présence d'un médecin. Maintenant, qui est responsable? Est-ce que c'est le médecin qui a donné les consignes ou le médecin qui pratique? La loi est claire dans ce sens pour le moment. C'est le médecin qui pratique, qui prescrit pour le malade directement sur le lieu, qui est responsable, hein. Donc c'est le médecin qui est responsable. L'autre problème qui n'est pas résolu, commence à être résolu, qui va rémunérer les assurances, les mutuelles? Je n'ai pas de réponse pour le moment à ces questions. Qui est le responsable? Maintenant, c'est du bénévolat. Donc, il n'y a pas de cadre pour rémunérer les médecins. C'est encore à discuter. Une autre question de médecin de Meknès, plutôt un enseignant de Marrakech. Est-ce qu'un infirmier anesthésiste peut travailler sous la supervision des médecins anesthésistes réanimateurs par la télémédecine? Ça, c'est question piège, hein. Donc, ça, moi, je rapporte à l'expérience, je m'inspire maintenant du travail qui a été fait par l'équipe japonaise, hein. Donc, ils ont un médecin anesthésiste réanimateur pour 6 salles. Donc, c'est le médecin anesthésiste réanimateur qui est responsable. Et les infirmiers qu'ils ont au Japon, hein, dans cette île, ce n'est pas des infirmiers anesthésistes, juste des infirmiers, hein, des nurses, hein, pour surveiller, monitorer et pour injecter. Mais s'il y a un problème d'intubation difficile, de, je ne sais pas, choc anaphylactique, il faut que le médecin réanimateur soit présent sur le lieu, hein. Pour la téléassistance, le médecin réanimateur, il y a au moins un médecin qui doit être responsable. Au Japon, il y a un médecin pour 6 salles dans cette île. Donc, je pense que... question n'a pas précisé l'origine. Quel rôle pourraient jouer les sociétés savantes? Wow. Oui, je pense que déjà l'idée elle est là, hein. L'idée elle est là. Donc il faut développer, il faut que nous les anesthésistes, hein, s'impliquent dans ce projet de téléanesthésie, hein. C'est dans le cas de téléassistance, hein, il faut qu'on développe nous ce projet, hein. Donc j'insiste sur la présence au moins d'un médecin et pour nous, c'est important. Peut-être les idées vont venir, hein. Peut-être on peut développer la téléanesthésie dans l'anesthésie hors bloc. Là aussi, hein, on peut s'organiser pour l'anesthésie hors bloc, pour l'anesthésie au moins dans les milieux lointains, et même pour la simulation. Donc, il ne faut pas, je dis pas, faut pas équiper tous les lieux par des mannequins, mais quelques lieux et transmettre un peu la simulation par la télémédecine, et que c'est très important. La télémédecine aussi, c'est un apport pour la simulation. Younous, moi je te propose, on pratique dans le même sens d'idée de la dernière question, que tu nous prépares une petite fiche ou une petite plateforme un peu technique de à quoi tu penses et comment tu le mets et tu le mets sur le site de la SMAR. Ça va premièrement sensibiliser les gens, puis pousser un peu la réflexion pour les futurs... Oui, c'est intéressant. Ça, on a déjà démarré. J'ai démarré avec une équipe, notamment de l'OCP. J'ai une réunion avec eux le 28 janvier. Et peut-être m'ont demandé de développer ce projet. Et les choses vont venir. Peut-être je suis plus intéressé par ce projet de téléanesthésie. Parce que je connais la région de Marrakech. Il y a plusieurs montagnes.